Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice pour ce 6e épisode de Gone Digital. La semaine dernière, nous devions tourner ce podcast, mais comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, j'ai été prise d'une extinction de voix suite à une laryngite. Du coup, j'étais aphone pendant 2 jours. Voilà, 3615 my life, vous savez absolument tout. Donc, on va tourner cet épisode aujourd'hui avec Vincent Lorival, directeur de l'agence Via Digis à Lyon. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Bonjour Alice, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, je te remercie. Super. Content d'être présent avec toi pour ce podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir. Première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu viens de Lyon à la base ? Ça, c'est la question traditionnelle. Question traditionnelle du podcast. Eh bien non, je viens pas de Lyon, je viens même pas de Rhône-Alpes, je suis jurassien au départ. D'accord, jurassien. Pas très très loin, mais ouais, j'habite pas loin des montagnes, mais de plus petites montagnes. D'accord, très bien. Pourquoi tu es venu à Lyon et quelle appréciation tu as de cette ville ? Je suis venu à Lyon comme beaucoup de monde, je pense, pour le travail au départ. Surtout dans le digital, il y a quand même un vrai dynamisme sur la ville et c'est pas très très loin non plus d'où je viens. C'est vrai. Ce que j'apprécie vraiment sur la ville, c'est ce côté un petit peu hétéroclite, tout ce qu'on peut retrouver en fait, les différentes initiatives de chacun. On en a une superbe aujourd'hui. Et puis voilà, après tout ce qu'on peut retrouver au niveau culinaire, au niveau événementiel, enfin voilà, tout ce qui fait le charme d'une ville et de Lyon en particulier aussi. Tu préfères Lyon à Paris ? Ça, c'est une question que je pose aussi. Alors, je pense qu'on va en parler après, mais j'aime beaucoup les montagnes. D'accord. Donc j'aurais tendance à préférer Lyon à Paris pour les stations de ski notamment et pour tout ce qu'il y a autour en fait, pour toute la proximité. Ok. Pas que pour la ville, j'aime beaucoup Paris. J'y vais souvent pour le travail, mais pour tout ce qu'il y a autour, je préfère Lyon clairement. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? Une relation de challenger, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur le web. Ça reste encore, même si nous on baigne dedans en permanence, quelque chose qui est opaque. Certains parlent de mode encore parfois. C'est vrai qu'on a cette mode du digital, etc. Alors pour moi, c'est un vrai sujet de fond. Et c'est vrai que du coup, toutes les actus qui sont liées au web, j'essaie de me forger une opinion dessus et de me dire comment est-ce que je suis capable de les retranscrire et d'en parler avec un vrai avis et pas uniquement tiens, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de cette tendance en la relayant bêtement entre guillemets quoi. D'accord. Donc tu as une relation vraiment de challenger, c'est une belle expression. J'essaie d'appréhender le web et pas juste de le tester en fait. C'est globalement. Ça. Quelles études est-ce que tu as réalisées ? J'ai fait une école de commerce. Laquelle ? J'ai fait l'ESTA à Belfort, la partie en fait du réseau ESC qui est couplé à l'ESC de Clermont-Ferrand. Je l'ai fait pendant 4 ans. Donc c'est une formation très commerce et très marketing, beaucoup de market. Okay. Et après je suis parti 1 an en Australie et quand je suis rentré, j'ai fait mon master en entrepreneuriat à l'ISEG en fait, à Lyon. Donc t'es parti en Australie pour bosser ou c'est une année de sabbatique ? Ma copine de l'époque et ma femme aujourd'hui en fait était partie en études là-bas. Je l'ai suivi tout simplement, on est parti pour 1 an. Je faisais des missions freelance à l'époque sur du digital déjà. Et j'ai eu une opportunité de travailler là-bas pour GS1, qui est en fait un organisme, une association qui garantit l'unicité des codes barres partout dans le monde. Okay. Ce qui fait qu'aux caisses, on sait quel produit on va payer en l'occurrence. Du coup, j'ai eu l'occasion de travailler pour eux justement sur une application mobile qui s'appelait GoScan, qui permettait de savoir quel était le contenu, notamment tous les contenus allergènes qui sont très présents en Australie, en scannant le code barre en fait. Sur un code barre, tu peux définir tout un certain nombre d'informations, dont une URL notamment. Et du coup, ils travaillaient là-dessus et je m'occupais entre autres de la relation avec les annonceurs pour leur présenter le projet d'appli. Ouais, c'est hyper intéressant comme application. Ouais, c'était cool et c'est vraiment une opportunité par relation que je me suis fait là-bas. C'est un pays assez ouvert, hein. C'est facile de trouver. En tout cas, quand j'y étais en 2011, c'était vraiment encore assez facile de trouver du travail. Les gens étaient assez ouverts. Si tu montres que tu es passionné, on t'embarque assez vite dans le projet. Et c'est ce qui m'a clairement permis d'apprendre la relation avec les annonceurs et de me rapprocher un petit peu de ce monde de la com. Ce pourquoi finalement, contrairement à 90% des gens qui vont en ESC, à mon avis, je suis même pas diplômé d'ESC, je me suis arrêté à 4 ans. D'accord. J'avais envie de voir autre chose en fait. Oui, et la com m'avait attiré et voilà, l'ISEG a cette approche, en fait, un master marketing et com, donc j'ai gardé un petit peu de marketing quand même, ça me rassurait. Et je m'ouvrais
sur la com. Quoi. Sur la com, d'accord. Oui, parce que t'as pas été dans le web tout de suite, en fait, c'est ça. T'as été d'abord assistant organisation, technico-commercial, t'as fait du développement commercial dans l'export. Ouais, beaucoup de commerce au départ. Ça fait encore partie intégrante de mon travail, mais dans tous les cas, pour pouvoir mettre en place de belles recommandations, des belles stratégies digitales, il faut des clients. Et voilà, les bases commerciales aident beaucoup à ce moment-là. Donc au début, beaucoup de commerce, et en fait, c'est ce qui m'a amené au digital. Je suis pas du tout rentré par la com ou par le marketing. En deuxième année d'école de commerce, c'était un stage prospection commerciale. Moi, je le faisais dans une entreprise qui faisait tout ce qui est équipement de fermeture, en fait, portes de garage, fenêtres, etc. Tu en es très très loin du digital. Oui, c'est ça. C'était une entreprise qui venait de se créer, et on me dit ok, bah vas-y, maintenant, démarche des clients. Et tu vois, en deuxième année, ok, comment je fais, comment ça va se passer? Du coup, j'étais assez à l'aise j'étais souvent sur internet et je dis ok, je vais les mettre sur eBay, on verra ce que ça donne, sachant que c'est pas du tout standard, tu vois, enfin c'est du sur mesure à la base, voilà, quand je dis ça à mes patrons de l'époque, ils ont un peu halluciné. Et en fait, j'ai fait mes 4 mois de stage juste à répondre au téléphone et à ne me déplacer que sur des gens qui avaient appelé depuis eBay. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est pas mal le digital, quoi. C'est un vrai levier, c'est assez intéressant. C'est pas mal. J'allais demander comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au marketing, mais en fait, c'est en faisant de la com, en passant par le web, tu t'es intéressé au web marketing. Après, ouais, c'est ça, exactement. D'accord. En fait, je pense que ça, c'est l'équilibre vraiment de l'école de commerce où tout ce que tu fais doit apporter de la valeur à ton client, avoir un retour sur investissement, etc. Et c'est vrai que moi, il n'y a pas de compétences techniques à la base, ni particulièrement créatives. Hein. D'autres personnes le font très bien à ma place au sein de l'agence. Et donc, du coup, c'était vraiment là où je sentais que je pouvais apporter quelque chose alors le terme n'était pas utilisé, mais en fait il y avait 1 million de leviers growth hacking qui existaient à l'époque. C'est ça. Il suffisait de tester, et puis il y avait des choses qui fonctionnaient, d'autres pas du tout, parce qu'il y avait encore pas mal de place sur le web, ce qui est moins le cas aujourd'hui, quoi. Tu t'intéresses au growth hacking? Justement, c'est un domaine qui m'intéresse moi en ce moment, mais moins maintenant, parce que nos prestations sont plus structurées, mais personnellement dans le développement de l'agence, ouais, je trouve qu'il y a toujours des leviers comme ça qui sont des belles opportunités. Et maintenant, c'est pas toujours simple à expliquer au client, parce que on doit lui dire on va tester quelque chose, je pense que ça va marcher basé sur mon expérience, mais si ça marche pas, on trouvera autre chose. Et ça c'est pas facile à vendre et à faire. Plus de la stabilité. C'est ça, exactement. Mais vraiment pour le développement de l'agence, on en parle un petit peu tout à l'heure. Enfin, moi je teste vraiment en permanence des pistes, des choses qui sont des nouvelles opportunités, et on voit ce que ça donne. Comme la VR par exemple. Ce que je te disais tout à l'heure, effectivement, on fait pas de réalité virtuelle, mais on se dit tiens, sur un salon on a envie de créer du passage, on a envie de présenter nos business cases de manière originale, et la semaine prochaine sur Mountain Planet on a 3 business cases en réalité virtuelle qu'on présente à l'ensemble des personnes, 10-15 000 personnes qui ont passé sur le salon, quoi. C'est vraiment innovant, c'est une bonne démarche. En 2010 tu deviens consultant en analyse marketing chez CFP Développement. T'as vu, j'ai regardé ton LinkedIn. Ouais, la société n'existe plus, donc il n'y a que là que tu pouvais la trouver. Ah, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ce qui aboutit en juillet 2011 à la création de l'entreprise, donc via Digis, dont tu es au départ chargé de développement commercial. Donc en fait, t'as monté les échelons. Dans mon stage de 4e année, j'ai travaillé pour la société CFP Développement, qui est devenue Synégia, qui existe toujours en fait, qui est la société de mon associé actuel, sur de la recherche d'acquisition, en fait, de la croissance externe. Lui avait plusieurs sociétés, il souhaitait se développer sur de nouveaux marchés, mais sans repartir de zéro. Et donc du coup, la croissance externe était assez intéressante, et donc ma formation marketing et mon travail sur les études de marché l'intéressait à ce moment-là. J'ai fait ce travail, ça s'est bien passé. C'est ça. Je suis parti en Australie. Et en fait, en Australie, j'ai continué à faire pas mal de missions freelance, parce que du coup, des opportunités que j'avais créées, il y avait pas mal de nouveaux besoins qui arrivaient dans la continuité. Et donc, moi, je les ai accompagnés derrière sur l'ensemble du parcours. Et quand je suis rentré, quand j'ai vu en Australie ce que faisaient les annonceurs, la relation consommateur-annonceur qui était à l'époque quasi inexistante en France. Enfin, concrètement, t'avais pas de page Facebook, faut remettre un peu le contexte, en 2011. T'avais peu d'applications mobiles, il y avait peu de liens directs en fait. Il n'y a pas de SAV direct. Non, il y avait très peu. Il y avait potentiellement, tu parlais de SAV, il y avait des services conso avec des standards téléphoniques qui répondaient à des scripts en fait. Mais pas en ligne, quoi. C'est ça. Et à l'inverse, quand j'étais en Australie, mais le commerce du coin, il avait créé un petit groupe sur Facebook où il mettait ses promos. Enfin, c'était
c'était assez marrant, quoi. C'était en avance. Et quand j'ai vu comme les annonceurs s'intéressaient à ça, de par le travail que je faisais notamment avec GS1, je me suis dit, il y a une opportunité. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un master à ce moment-là en entrepreneuriat. Et comme je connaissais quelqu'un qui était plutôt prêt à financer des porteurs de projets motivés, j'ai dit, bah écoute, tu sais quoi, j'ai trouvé un projet. Par contre, c'est moi le porteur de projet. Je lui ai expliqué, il m'a suivi. D'accord. Ce qui a abouti à la création de Viadigis, donc en 2011, donc que j'ai fait en alternance encore avec mes études à ce moment-là, parce que je finissais ma 5e année. Okay. Toute l'expérience de Philippe, hein, donc, avec qui je suis encore associé aujourd'hui dans la gestion d'entreprise, nous a permis de créer la structure rapidement. Et évidemment, moi, mon travail était de faire rentrer de nouveaux clients et était très très tourné commerce et business, quoi. Donc tu as été chargé du développement commercial, puis après tu deviens responsable de la performance digitale. Ouais. Tout à fait, ça permet de prendre en charge aussi une partie de production. Okay. Voilà, ça va tout à fait avec ce que je te disais sur le web marketing. Pour moi, ce qu'un client recherche dans une agence, c'est 2 aspects, c'est de la performance, du retour sur investissement. Enfin, ils veulent. En fait, faut pas oublier que ce qu'on dit aux gens quand même, c'est derrière tous les sous-métiers du digital, on leur permet de gagner de l'argent. C'est quand même ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est quand même la promesse. Et j'aime bien cette notion de performance digitale pour ça. Et donc du coup, on gardait déjà dès le départ ce double équilibre entre performance et marque, en fait, tout simplement parce qu'évidemment, c'est pas gagner de l'argent à tout prix, c'est gagner de l'argent en tenant compte de l'environnement actuel. Et de la stratégie de marque du groupe qui a 20 ans, qui a 30 ans, enfin qui est déjà très présente et qui pour le coup là est vraiment le côté communication dont on parlait, quoi. D'accord. Et quels sont tes domaines de prédilection dans ce poste-là ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, beaucoup de stratégies digitales, on va dire globales. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'accompagne pas les clients sur un domaine spécifique, mais plutôt sur une vision globale. D'accord. Donc, on travaille beaucoup. Ce qui intéresse beaucoup nos clients, c'est sur de l'activation pluridisciplinaire concentrée dans le temps. Du temps fort commercial, du lancement de marque, du lancement de produits, de la saison touristique, en l'occurrence. Où là, en fait, ils veulent avoir un interlocuteur qui est capable de leur mettre à disposition une dizaine d'experts qui vont les accompagner sur un objectif de performance marketing, commercial, on en a parlé, et finalement, peu importe qui est derrière, du moment qu'on atteint cet objectif-là. Et c'est sur un temps donné, en fait. Ouais, souvent les annonceurs préfèrent cette expertise-là sur un temps donné, parce que quand ils ont un chantier de 3 ans, ils peuvent se permettre de rencontrer les experts, de faire eux-mêmes le lien. Quand ils ont 3 mois, c'est pas le cas, quoi. Il faut quelqu'un qui centralise et qui soit capable de partir, de comprendre la marque rapidement, de créer à la fois les supports et les contenus qui vont découler de l'opération et de l'activer sur un ensemble de médias, que ce soit CRM, campagne digitale, tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui dans le social media, tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui dans le digital. Mailing, etc. Exactement. D'accord. Et donc maintenant, tu es directeur d'agence ? Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait 2 ans que je suis directeur d'agence. Okay. Et voilà, là, c'était l'étape au-dessus, on va dire. Complètement. En quoi ça consiste ton quotidien ? Du coup, tu fais beaucoup de commercial, mais tu fais plus du tout d'opérationnel. Ouais, alors, j'en fais quand même, parce qu'on n'est pas une agence de 50 personnes. D'accord. Vous êtes combien, juste ? On est 10 personnes à l'agence. Okay. Et donc, parfois, tout simplement, c'est un client qu'on accompagne depuis plusieurs années, et je connais très bien l'environnement, et j'interviens, je suis encore capable de faire de l'opérationnel, je te rassure. Okay. Mais non, effectivement, j'ai l'avantage d'avoir des équipes autant sur les actions commerciales que sur des chefs de projet derrière, un réseau de freelance aussi avec lesquels on va travailler pour tout ce qui est compétences un petit peu plus spécifiques. Et donc mon quotidien, c'est du management des équipes pour justement garantir cette cohérence multi-compétences dont je te parlais. Donc c'est aussi des échanges réguliers. Tu vois, chez nous par exemple, chaque client qui rentre, on briefe l'ensemble des équipes de l'agence sur le client, même si chacun n'interviendra pas dessus. D'accord. Tout le monde est au moins tout le monde est briefé, comme ça si jamais il doit intervenir dessus en cours de projet, ce qui est quand même relativement courant, ils sont au courant du projet, ils savent de quoi on parle, et ils peuvent échanger au moment de la pause clope avec une idée aussi dessus, quoi. Et donc tout ça, c'est du management, c'est de l'animation, de recommandations aussi. On a une méthode de recommandation en mode sprint, justement, où on met toutes les compétences ensemble, que ce soit des compétences freelance ou des compétences de l'agence. Donc c'est de 3 à 5 personnes qu'on va faire travailler ensemble pendant 3 jours et qui vont justement aboutir à une recommandation globale qu'on est capable d'apporter au client. Et donc tout ça, ça s'anime aussi. Et c'est la relation client après derrière. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus
dans Moi, ton job? J'aime bien le lien de à la fois être capable d'aller démarcher le client et derrière de co-construire avec lui les actions qu'on va mettre en place. Ok. Ça, c'est ce que je trouve cool. Et après, de venir à la fin et de se dire, tu vas pouvoir se regarder et dire, bon, bah, tu vois, on a fait ce qu'on avait dit je pense qu'on peut encore faire plus, quoi. Et ça, je trouve que c'est sympa. J'aime le relationnel, j'aime parler avec les gens et donc, du coup, je trouve que c'est un point qui est vraiment sympa dans notre job. Tu as été intervenant dans plusieurs écoles. Tu as été à l'ISEC pour un module sur Facebook, à l'INSEC, et aujourd'hui tu es à Sub de Pub pour parler de la stratégie de contenu des applications mobiles. Et ma question c'était, est-ce que tu aimes être intervenant et qu'est-ce que ça t'apporte et de quoi est-ce que tu préfères parler? C'est top, ouais. C'est top parce que tu vois, on parlait de relationnel. Le relationnel avec les étudiants, il est top. Enfin, franchement, il est cool. À partir du moment où on arrive à créer le lien de confiance et à dire, on n'est pas là pour vous mettre une note à la fin. Enfin, moi, je suis pas prof, c'est pas mon métier. Donc, je viens chercher quelque chose. Vous aussi. Peut-être que si on crée un bon échange ensemble, ben, on repartira tous contents de cette intervention. Donc, c'est des modules de 15 heures. Oui. C'est court. Donc, il faut que ce lien de confiance se crée assez vite. Après, je l'ai toujours fait depuis que je suis à l'ISEG. En fait, quand j'ai présenté mon mémoire de fin d'études, la directrice de l'époque, Valérie Dmitrovic, m'a proposé d'en faire un cours, tout simplement, sur les réseaux sociaux. En fait, j'avais fait un mémoire sur les business models des réseaux sociaux. En fait, comment ils gagnaient de l'argent, etc. Tu vois, donc peut-être des choses d'ailleurs qui ont encore un lien aujourd'hui avec les données et tout ce qu'on peut voir à date. Coucou Mark Zuckerberg. Pour ne pas le citer. Et donc du coup, voilà, j'avais travaillé là-dessus et encore une fois, moi quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas de formation digitale. Quand je les ai terminées, il n'y avait toujours pas de formation digitale, mais les écoles commençaient à dire, ça serait peut-être pas mal qu'on en mette un petit peu. Et du coup, ils m'ont proposé de le faire, donc je l'ai fait pendant 2 ans à l'ISEG. Et après, voilà, je l'ai fait sur d'autres écoles, à l'INSEC, par extension à Sub de Pub, parce que Sub de Pub fait partie du même groupe. Et je le fais encore tous les ans, 15 heures. 15 heures, quoi. Ok. Module de 15 heures. Ouais, et les changements de module, c'est juste parce que je trouve qu'au bout de 2-3 ans, j'en ai marre de dire la même chose. Ouais, souvent, c'est, voilà. c'est le cas. Souvent. J'aime bien me rechallenger un petit peu aussi et recréer un nouveau... Puis le marketing, ça change beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'avant, il y a des tendances qui sont peut-être plus tendances aujourd'hui. T'as tout à fait raison. Et moi, j'ai plus de mal à le faire en relisant quelque chose que j'ai déjà donné, parce que je trouve que j'ai plus forcément le recul. D'accord. Donc je préfère repartir de zéro sur un sujet différent que de refaire des petites retouches en fait d'update. Je suis pas moi-même, je m'ennuie au bout d'un moment et j'ai pas envie que les étudiants s'ennuient, donc je préfère rechallenger tout ça. T'aimes le challenge. Ouais, j'aime bien. Si on parle un peu de ton agence, les secteurs que privilégie Viadigis sont la montagne, la gastronomie et les services, c'est bien ça, avec un gros bonus pour la montagne quand même. Avec un gros bonus pour la montagne, parce qu'il y a une grosse affinité au départ. D'accord, et pourquoi ça du coup ? Parce que toi, t'aimes la montagne déjà. Ouais, c'est le point de départ. C'est aussi, tu vois, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Au départ, tu démarres à 3, 2 associés. Faut aller faire la prospection. Autant le faire dans des secteurs qu'on apprécie. C'était toujours plus sympa. Donc ouais, au départ, il y a quand même une vraie affinité. Et puis on est arrivé dans un secteur qui était en pleine mutation. C'est-à-dire un secteur sur lequel le gros des vacanciers venaient de manière intermédiaire par des tours opérateurs, tu sais, type Club Med, toutes ces choses-là. Et où ces gens-là commençaient à dire finalement, bon, on vous propose Val d'Isère ou Bali, vous préférez quoi ? Alors le Club Med, il s'en tape, mais Val d'Isère, ils préfèrent Val d'Isère. Et donc du coup, ils ont commencé à devoir créer aussi un lien direct avec leurs consommateurs, avec leurs skieurs, à repenser l'expérience station au global. Et nous, je pense qu'on arrive au bon moment là-dessus. D'accord. Et du coup, voilà, on a eu la chance d'avoir quelqu'un, la directrice marketing de Val d'Isère, Gaillet Delahousse, qui nous a fait confiance dès le départ, alors qu'on n'avait pas de référence, 3 mois d'existence. Et donc, à partir de là, c'est quand même une jolie référence, Val d'Isère. Donc, on a pu faire des choses vraiment sympas avec eux. En plus, ça nous a vraiment fait confiance. Et d'autres stations, sont venues. Serre Chevalier, les Deux Alpes, entre autres. Et au total, aujourd'hui, c'est 20-25 stations avec lesquelles on a travaillé
ateliers où on travaille de manière annuelle ou ponctuelle, quoi, tout simplement. Ok, donc une grosse spécialisation montagne. Et la gastronomie? Là, c'est aussi parce qu'on est à Lyon, par contre. Tu me demandais pourquoi j'aime bien Lyon, tu oui, vois. la capitale de la gastronomie. Exactement, il y a quand même des belles opportunités. Enfin, sur Lyon, il y a des jolies marques. Et c'est quand même un secteur sur lequel on cherche quand même vraiment à utiliser l'aspect créatif du digital. Et ça me plaît aussi, tu vois. Je te parlais un peu des deux facettes. Le côté performance est bien. Moi, je suis pas créatif, mais encore une fois, au sein de l'agence, dans les gens avec qui on travaille, il y a des gens qui sont hyper créatifs sur ce secteur de la gastronomie. Enfin, quand on voit aujourd'hui, que ce soit sur de la création de recettes, sur de la création de contenu autour de ça, même sur du rédactionnel, enfin, il y a des choses hyper créatives. Et ça me plaît, et ça nous challenge, et c'est quand même des grosses compétitions avec des agences nationales, et c'est un bon moyen je vais beaucoup utiliser le mot, je crois, aujourd'hui, de se challenger un petit peu, quoi, tu vois. Ce sera le mot du jour. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, on a une vraie expertise en station, et voilà, même si chaque année on propose des nouveautés, même si on cherche toujours à améliorer, on est moins challengé que quand on sait qu'on est face à 2 agences parisiennes pour une compète nationale, pour une marque d'agroalimentaire en GMS, quoi, tu vois. Enfin, c'est ça. Clairement, c'est un joli enjeu. Et apporter le côté business aussi dans ces milieux très finalement, c'est aussi quelque chose qui me plaît, quoi. Ok. Et les métiers de service, pour terminer, simplement, si tu veux, c'est là, par contre, par extension, des autres des activités de mon associé qui travaille pour des compagnies d'assurance, qui est prestataire de service pour les compagnies d'assurance, qui fait qu'on a une dizaine de compagnies d'assurance en clients, et par extension, des cabinets RH, des cabinets d'avocats, etc., se retrouvent avec des problématiques qui peuvent être similaires, très B2B, etc. Et donc, du coup, on a regroupé tout ça sur une activité de service, quoi. Très bien. Tu as réalisé une conférence au Blend WebMix 2017 en binôme avec Solène Robert sur le sujet Data Creativity, comment interpréter les tendances consommateurs grâce aux data. Dis-nous tout sur cette expérience, je veux tout savoir. Et sur le sujet aussi. Bah écoute, déjà on était très bien préparés, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Et oui. Non mais ouais, c'était vraiment une bonne expérience, c'était très intéressant. On n'est pas forcément habitué de la prise de parole en public. On fait beaucoup, alors tu le racontes, moi je fais beaucoup de relationnel, mais du coup beaucoup de one-to-one, et beaucoup moins de prise de parole publique comme on peut le faire aujourd'hui, comme j'ai pu le faire sur le Blend. Et le Blend met vraiment dans un très très bon contexte pour ça. C'est-à-dire qu'il prépare, il met en confiance, il nous aide à travailler nos sujets. Nous on avait préparé au départ ce sujet-là sous forme d'un livre blanc qu'on a diffusé en RP, qui a été pas mal relayé par on va dire un petit peu toute la presse autour de la com, tu sais, type l'ADN, Intermédia plus localement, enfin voilà, tous ces gens-là avaient plutôt bien relayé ce travail qu'on avait fait. Et c'est une vraie méthodologie qu'on utilise au sein de l'agence, de regrouper les données en fait en 4 grands types: navigationnel, transactionnel pour tout ce qui est achat, relationnel pour tout ce qui est CRM, et ce qu'on appelle un peu déclarative pour tout ce qui va être mis sur les réseaux sociaux, voilà, de manière publique, avis, etc. Tu vois, en station, on traite 6000 messages par mois pour 22 stations, justement pour se nourrir des nouvelles attentes des skieurs, des consommateurs. Et on avait envie de montrer que derrière cette donnée, on sait l'utiliser. Tu vois, c'est là où... Voilà, c'est ça, exactement. Et de partager un peu ça, tu vois, et pas de se dire aujourd'hui, on parlait de mode du digital, tu vois, data c'est quand même un mot à la mode. C'est un mot à la mode, ouais, complètement. Et souvent quand tu poses la question, vous en faites quoi, ça devient tout de suite plus flou, quoi. Et, puis il y a une peur aussi de qu'est-ce qu'on fait de mes données. C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, nous on a fait la conférence avec que de la donnée publique, et tout de suite les questions qui ont été posées étaient tout de suite RGPD, etc. C'est un gros sujet, ça. Voilà. Et du coup, voilà, c'était vraiment une bonne expérience, et je trouve que... Et en binôme, c'était pas trop dur? Non, c'était sympa. Ouais, c'était plutôt sympa. Le Blend voulait respecter la parité, on s'est dit on va pousser le délire jusqu'au bout, on va faire la parité même sur la conférence. C'est clair. Ok. J'ai plusieurs questions qui sont liées à ton domaine d'expertise. Quel est ton réseau social préféré et pourquoi? J'aime bien LinkedIn. LinkedIn? Ouais, d'accord. J'aime bien LinkedIn parce que, alors à titre perso, je suis très Insta quand même. Parce que la photo c'est bien, il n'y a pas besoin de trop parler. Souvent une photo en dit largement plus, tu vois. Puis j'imagine que sur Insta tu suis des comptes montagne. Exactement. Il y en a des superbes. Exactement. Je te recommande même pour info les photographes qui sont des prestataires avec qui on travaille, qui eux
en fait, font les photos pour la montagne et vont vendre à la station 2 clichés, mais vont t'en mettre 15 sur Insta, et là, c'est quand même vraiment C'est sympa. du bonus. Quoi. Ouais. Ok. Et ça, c'est cool en perso Insta. Et après, LinkedIn, parce qu'il y a une bonne proximité encore, je trouve, sur le réseau. Et tu fais de la Tu vois. prospection via LinkedIn ou pas? Pas de la prospection agressive. D'accord. Je crois pas du tout tiens, on se connaît pas, salut, j'ai vu ton Bonjour. profil. Mais pour moi, le mieux, c'est tiens, salut, je te connais pas, c'est ton anniversaire, et du coup, je te souhaite bon anniversaire. Et ça, je comprends pas, tu vois. Ouais. Tous les ans, j'ai 2-3 personnes que je connais pas qui me souhaitent mon anniversaire, parce que ceux qui me connaissent me le souhaitent pas sur LinkedIn, bien évidemment. Et tu vois, là, je trouve qu'il y a une limite. Par contre, je trouve que c'est sympa. Tu vois, là, typiquement, je te parlais du salon qu'on va avoir la semaine prochaine, d'échanger, de discuter un petit peu de ce qu'on va faire, de ce que vont faire d'autres gens, et de te dire, ah bah tiens, c'est cool, on se verra là, ah toi tu fais ça, Et oui. parce que notre veille, elle est quand même bien saturée, et en suivant les bonnes personnes sur LinkedIn, et en polluant pas son compte avec justement 1500 prospects, on arrive à garder une certaine proximité, une info qui est assez qualitative, D'accord. même si elle n'est pas toujours hyper cognitive non plus, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Et t'écris des articles sur LinkedIn? Ouais, j'en fais quelques-uns. Ça dépend complètement du temps que j'ai. Ok. Normal. Mais j'en fais quelques-uns. Ouais. J'essaye de partager, justement, je te disais, de challenger un petit peu certaines infos et de dire, voilà, ce que j'en pense. Après, c'est sans prétention, tu vois. Encore une fois, j'ai pas forcément une compétence rédactionnelle énorme. Oui, mais c'est toujours sympa d'avoir ton point de vue et ton expertise sur un sujet. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent le lire sur LinkedIn. Super. C'était quoi ton domaine préféré quand tu étais freelance, quand tu bossais en freelance? C'était vraiment d'être sur la mise en place de la stratégie. D'accord. Parce Donc qu'en c'est l'occurrence, vraiment- on me demandait pas de le faire. Ok. Et ça, c'était assez top. Quoi. Quand j'ai dû le faire après en agence, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué. D'accord. Mais ouais, non, réfléchir avec le client, en fait, à quels sont les leviers qui vont permettre de faire grandir son entreprise, développer son business, développer la notoriété autour de son produit. Enfin, tu vois, j'aime bien ces micro-objectifs, en fait, Oui, qu'on c'est se ça. donne en J'allais disant... dire que c'était des objectifs. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. moi, j'aime beaucoup réfléchir autour de ça, parce qu'encore une fois, c'est une manière de savoir à la fin. Moi, je suis traumatisé par les expériences à la fin où tu sais pas si c'est réussi ou pas, tu vois. Oui. C'est un peu médiocre, c'est un peu C'est ça. mi-figue, mi-raisin. Et du coup, j'aime bien quand on rentre par ça, quand on est capable, et quand on est freelance, on est capable de encore plus de tout rechallenger finalement, parce que voilà, on a un coût qui n'est pas celui d'une agence, et donc du coup, les gens écoutent vraiment ce qu'on va dire, et si on a envie de rechallenger quelque chose, voilà, on nous pose souvent des questions en disant et en tant que consommateur, t'en penses quoi? Et en tant qu'expert, on jongle toujours un petit peu entre les deux, tu vois. Et ça, je trouve ça cool. D'accord. Et voilà, le fait de le construire avec le client, sa stratégie, de dire comment est-ce qu'on va prioriser. À l'époque, je le faisais quand même plutôt pour des PME, tu vois, TPE, PME, donc du coup, de se dire... Les enjeux sont pas les mêmes. Voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, aujourd'hui, nos références, on est une brique dans la stratégie globale d'un groupe, alors qu'à l'époque, j'étais la miette de la brique. Voilà, enfin, exactement. Pour reprendre la métaphore. Et je vais te poser une question très, très globale. Tu vas beaucoup aimer. Selon toi, quel est l'avenir du marketing digital? Non, plutôt quelles sont les tendances que toi tu vois en fait? Je pense qu'il y a encore beaucoup de clarifications à avoir au niveau des médias. Après, tu vois, après qu'on nous ait vendu la mode RTB pendant 2 ans, il y a des gens qui sont quand même dit, mais en fait, il y a quoi derrière, tu vois, et on se rend compte qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses à normaliser, à clarifier. Et je pense, ou j'espère, je sais pas trop, mais qu'on va rentrer dans une phase, au moins sur les assets principaux, tu vois, le média, le CRM, etc., de stabilisation, parce que tant qu'on n'a pas stabilisé ces assets-là, ça va être compliqué d'avancer sur l'ensemble pour les marques. Okay. Et ceux qu'on voit, qui font un peu partie des références, tu vois, qui sont vraiment cool, en fait, ils ont vraiment su stabiliser un asset. Dire, ok, on va se focaliser là-dessus, on va mettre des équipes là-dessus, on va faire du test and learn là-dessus, on va apprendre. Et en fait, tu te rends compte que ces gens-là, au bout de 3 ans, c'est des leaders, ils surperforment. Et je pense que le digital aurait besoin de cette étape-là. D'accord. Même si on sait qu'on est sur un secteur qui est en mouvement permanent, mais on peut être en mouvement permanent tout en ayant des fondamentaux partagés entre tous les acteurs. Et à date, je suis pas sûr que
Si on met dans la pièce une régie média, un développeur de solutions CRM, un webmarketeur et un responsable SEO, ils soient vraiment d'accord sur quelle est la vraie base du digital aujourd'hui. Je pense qu'ils seraient tous pas d'accord du tout. C'est le point qui est compliqué. Je pense que voilà, on a besoin d'une stabilisation. On voit qu'un seul média, par le passé, c'est ce qui permettait d'avoir les plus beaux cas pratiques, mais on est tellement exposé qu'un seul média, ça suffit plus. On a les plus belles performances, en tout cas nous, en retour sur l'agence, quand on est sur ce qu'on appelle du transmédia, c'est-à-dire une activation alors qui va se faire pas forcément que par le digital, mais télé, digital, campagne média à côté. Et un dispositif social media pensé par exemple juste pour l'opération, quoi. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles? Alors, tu vois, je vais peut-être donner plutôt ceux que nous on utilise au sein de l'agence. Bien sûr, oui. Parce que ceux qu'on utilise pour nos clients sont peut-être pour le coup les outils génériques là-dessus. J'aime beaucoup Mautic en marketing automation. On l'a mis en place il y a 2 ans. Et pour le coup, je trouve que ça fonctionne vraiment bien sur du tracking, de l'interaction client. Ça va de l'ouverture de l'email, au téléchargement de livre blanc, à la consultation de page où tu reçois des hits à chaque fois. Et en fait, c'est un très très bon outil pour des structures de taille intermédiaire, quoi. Si tu n'as pas envie de mettre en place un Marketo ou un HubSpot, qui sont quand même assez coûteux, Mautic est quand même vraiment bien, peut être pris en main. Et je sais que la dernière fois, tu as reçu Pierre. Qui pour le coup est vraiment expert dessus. Mais voilà, nous en tout cas, c'est une solution qu'on a bien activée. Je pense qu'il aime bien aussi cet outil-là, Mautic, il me semble. Ça serait intéressant d'en parler avec lui pour le coup, mais c'est une solution open source qui fonctionne bien et qu'on peut facilement prendre en main. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, on utilise globalement des outils classiques d'agence. Tu vois, on va faire du Hootsuite pour tout ce qui est social media. On va avoir un Slack évidemment pour tout ce qui est gestion de, partage d'informations autour d'un projet, un Trello. Voilà, tu vois, on est sur les outils assez classiques. Mais voilà, moi sur la partie, celui qui me fait particulièrement kiffer, c'est Mautic. Et en plus, il a vraiment ce côté. Tu peux tenter des choses en fait avec Mautic. Il y a vraiment des choses où tu peux dire tiens, on teste, on va voir ce que ça donne sur de l'optimisation de landing, sur de l'A/B testing, sur des choses comme ça. Et ça me fait kiffer. C'est mon côté un petit peu gros hacking dont je te parlais. Oui, justement. Oui. Celui-là, j'arrive bien à l'utiliser, mais on le commercialise pas pour nos clients, par exemple. D'accord. Donc vous l'utilisez vraiment en interne. C'est ça, exactement. Et c'est là, tu vois, je te donne la dualité. On peut avoir des clients qui ont Marketo, qui travaillent sur Marketo et pour qui on va mettre en place en lien avec évidemment les équipes de Marketo, la stratégie de contenu, la stratégie d'animation, mais pour nous, un Mautic qui est beaucoup plus performant, quoi. Et je trouve c'est là tout l'intérêt de se dire mais qu'est-ce qui est intéressant pour moi et qu'est-ce qui est intéressant pour mes clients, parce qu'en fait tu te rends compte que les outils en fonction de la taille de ta structure c'est pas du tout les mêmes. C'est l'avant-dernière question, quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Je les ai préparées du coup. Super. Non, je suis assez fan de tout ce qui est resto italien. D'accord. Et du coup, il y en a des biens à Lyon alors? Ouais, il y a ce qu'il faut. Et franchement, ça se densifie de plus en plus. Super. À côté de l'agence, là dans le 7e, il y a Verona Tutti, où j'emmène souvent des clients à déjeuner. C'est pas mal en fait, c'est du purement italien, plat du midi, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, ça change tous les jours, c'est cuisiné, c'est top. Je te conseille, c'est vraiment sympa. Verona Tutti. Avec les beaux jours qui arrivent, j'aime bien Douai by Maurizio aussi, qui est dans le 9e, qui a vraiment une jolie terrasse aussi, et le chef, donc Maurizio, est pur italien et fait vraiment des choses sympas, peut-être un petit peu plus si tu veux aller déjeuner en couple, en famille, etc. Il est vraiment sympa. Et en vraiment très très authentique, Mama Osteria en Presqu'île. Il est connu. Pour le coup, il est vraiment... c'est vraiment une expérience, t'y vas, c'est hors du temps, quoi. Donc, parce que la déco, elle est complètement surchargée de trucs italiens. Ils ont leurs chiens, tu vois, c'est très très convivial et c'est sympa, quoi. T'as des origines italiennes? Non. Mais j'y vais souvent en vacances, donc je sais pas si ça compte. Ça compte. Je vais me faire tuer par les Italiens qui nous écoutent. Non, je plaisante, mais j'aime bien manger, et les Italiens, c'est un peu une référence aussi dessus, tu vois. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'à Lyon, on a quand même la chance de pas être très loin, et il y a beaucoup de bons restos italiens qui sont vraiment tenus par des Italiens. Là pour le coup, les 3 sont vraiment tenus par des Italiens, c'est de la vraie cuisine italienne. Ouais, c'est des produits d'import, ils l'ont pas cherché à métro, quoi, tu vois. Et du coup,
comme je peux y partir qu'une fois par an, et ben, de temps en temps, je vais faire un peu le plein de... Plein de miam italien. Exactement. D'accord. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, ému, réjoui ces derniers temps, que ce soit un livre, un site, une conférence, n'importe quoi. Alors moi, on va dire pour tout ce qui est inspiration, j'aime bien les livres. Ok. Parce que c'est le seul moment, je trouve, où on te sert pas l'info toute faite et où du coup tu peux prendre le temps de lire, de faire une pause, de réfléchir 5 minutes. Et du coup, bah ouais, j'ai 3 livres là en ce moment que je trouve intéressants. Ok. Comme je suis fan de foot et pas mal sur le management, il y a le livre de Carlo Ancelotti en fait, qui est un entraîneur, qui est entraîneur du Real Madrid, etc. Qui s'appelle Le leader tranquille, qui est vraiment sympa en termes de management. Ça parle pas beaucoup de foot, très très peu, mais beaucoup de management et ça, je trouve ça cool. Le leader tranquille. Ouais. D'accord. C'est un livre qui est sympa. Je pense que c'est mieux si on aime le foot, mais en tout cas, il est pas mal. Et après, j'ai 2 livres qui sont assez connus. Il y en a un justement qui s'appelle Sprint, en fait, que je t'ai apporté là d'ailleurs. Ah oui. Qui... Résoudre les problèmes et trouver de nouvelles idées en 5 jours. C'est ça. C'est vraiment top. Toutes des méthodologies pour résoudre des problématiques rapidement. Alors là, ils mettent en 5 jours, mais en fait, tu peux le faire en 2 jours, en 3 jours. C'est tout un ensemble d'outils pour travailler du multi-compétences de manière assez agile. Et on parle beaucoup d'agilité aussi, Oui, sans parler de termes tendance. C'est ça, et termes tendance. Tu utilises la méthode agile dans ton Moi, j'utilise ton pas agence une méthode agile dans le sens qu'on l'utilise pour le développement. D'accord. Par contre, effectivement, on est clairement sur une forme d'agilité à partir du moment où on fait des sprints créatifs et où on restitue au client et on travaille par cette méthode de sprint. Okay. Donc on travaille comme ça. Après, je trouve la limite de la méthode agile, quand elle a été déformée, c'est qu'en fait, ça fait des projets qui n'ont plus de fin presque. Tu vois, sur certains cas. Okay. Et voilà, je trouve que c'est une des limites de la méthode agile où en fait, il y a un moment où il faut aussi que l'expertise elle soit reconnue et qu'on dise bah, c'est vous qui avez l'info et si vous me dites de faire ça et qu'on a fait 3 phases d'itération créative, c'est peut-être qu'on va pouvoir démarrer le projet, quoi. Okay. Donc, mais ce bouquin est vraiment bien, quoi. Et pour le coup, il est vraiment à tu peux le lire en 2 mois, 3 mois. Par moment, tu te poses, tu lis un chapitre et c'est inspirant, quoi. Il n'y a pas besoin de le lire d'un coup. Okay. Et derrière, j'ai l'EBG aussi. Je sais pas si tu connais. En fait, c'est que des cas pratiques. C'est Digital Marketing. Digital Marketing 2018. Je l'ai vu ce livre, mais je l'ai pas lu. Depuis la création de l'agence, depuis l'édition 2012, en fait, on l'achète. Dedans, il y a 200 cas, en fait, 200 cas pratiques qui sont classés justement par grand type de métier. Tu vois, CRM, commerce, mobile, etc. Et c'est là où je te disais tout à l'heure que tu vois que les plus belles réussites, bah, c'est des gens qui ont vraiment misé sur un axe en particulier. Franchement, il est pas mal. C'est un bouquin qui sort tous les ans au mois de décembre. Et dedans, voilà, il y a 200 cas pratiques et c'est quand même assez inspirant. On fait tous des benches. Autant faire des benches sur des projets qui sont plutôt une réussite et autant qu'ils aient été sélectionnés par des gens dont c'est le métier, quoi. C'est ça, clairement. Super, merci beaucoup pour ces 3 références. Je rappelle, donc il y a Sprint, Digital Marketing 2018 et le leader tranquille. C'est bien ça, exactement. Vous pouvez retrouver Vincent sur son LinkedIn, bien sûr, parce que c'est son réseau social préféré. Suivre l'agence Via Digis sur le site web et sur les réseaux sociaux aussi. Et je te dis un grand merci pour ce podcast et ce moment. C'était super. Merci à toi, en tout cas j'ai adoré et j'espère que vous aussi du coup. Merci.